Pascal. Bonjour Sophie. Alors, on continue notre série de trois petits livres qui sont des trois chapitres aussi qui se trouvent dans un livre, Une vie pour naître. Et on va commencer le deuxième livre qui est Le temps du silence, qui m'a beaucoup touchée, comme j'ai déjà dit, parce que tu vas très loin dans ce que tu appelles la dénudation. Tu te montres dans tes fragilités comme peu de gens sont capables de le faire. Donc, on va y aller doucement, selon ce que tu as envie d'approfondir ou pas sur ce sujet. Et pour commencer, comme à mon habitude, par un mini récapitulatif, j'ai pensé le faire avec le thème de la marionnette. C'est-à-dire que tu as parlé jusqu'à maintenant dans tes livres de cette fracture intérieure qui fait qu'il y a quelque part le vrai toi qui est perdu et ce qu'on appelle en anglais le faux self, enfin, ouais, qui est qui répond uniquement aux attentes des autres. Et ça m'a fait penser à une marionnette en fait. Et je me suis dit une personne qui a été comme une marionnette entre les mains pour toi, en particulier de ta mère, au moment où il doit prendre son envol, il peut pas, quelque part, puisqu'il doit être tenu par des fils et donc il choisit d'autres marionnettistes. Et tu as continué à trouver des relations où tu étais un peu comme une marionnette et en particulier dans l'Église catholique romaine, où on demande une obéissance, une fidélité sans faille et où il y a souvent un carcan à suivre sans, dans une confiance aveugle, sans vraiment faire référence à ses propres, à sa propre conscience et plutôt faire taire sa propre conscience. Euh, voilà, je pense que il y a quelque chose, comment dire, quelque chose qui me fait dire que à ce moment-là, quand tu es devenu très très fidèle de l'Église catholique, peut-être que tu pouvais pas faire mieux que ça. C'est la question que je pose derrière ça et je te la pose, c'est quand on regarde en arrière dans sa vie et qu'on se dit oh là là, mais c'est terrible, j'ai vécu sous emprise et qu'on en veut aux personnes qui nous ont mis sous emprise, je trouve que c'est très satisfaisant à un certain âge qui est le nôtre de se dire en fait, probablement que j'ai pas pu faire mieux que ça. J'avais vraiment besoin de marionnettistes à ce moment-là pour me guider. Et quelque part, ça m'a aidé aussi de me faire guider par d'autres gens parce que je pouvais pas autrement. Je pouvais pas prendre en main ma vie par moi-même jusqu'au moment où j'ai pu tout faire péter, comme tu disais dans l'autre vidéo, et vraiment découvrir la vie en moi et me passer de marionnettiste. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 bah, tout à fait. C'est vrai que l'image du marionnettiste est une belle image, puisque quelque part, on peut être désarticulé en fonction quelque part de qui tire sur les fils. Et toute la question, évidemment, c'est la question de la fidélité à soi. Et donc, de fait, quand on ne se connaît pas, on se laisse prendre finalement par les mains d'un autre qui va agir quelque part à notre place, qui va penser à notre place. Et tantôt, ça correspondra, le cas échéant et idéalement, par moment, à ce que l'on ressent, à ce qu'on a envie de vivre au plus profond de soi. Mais la plupart du temps, quand on se laisse guider par quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément son propre désir intérieur. Donc là, il y a de fait un écart, un écartèlement qui se joue en soi. Et de fait, à ce moment-là, on n'est pas soi, mais on est mené, malmené finalement par l'autre. Alors, pour répondre plus précisément à ta question, c'est vrai que j'ai envie de dire une infidélité en entraîne une autre, c'est-à-dire que quand on n'est pas fidèle à soi, parce que les parents nous ont pas permis quelque part de vivre cette autonomie, il est très aisé évidemment de se remettre sous la coupe d'un autre, et ici de la religion en particulier, qui a un petit peu aussi cet effet peut-être encore plus dangereux parce que plus insidieux, qui est de dire tu ne trouves pas un sens à ta vie et une place dans ta fratrie, dans ton milieu familial, dans ta vie tout court. Et finalement, la religion, elle va te donner un sens à ta vie.
Et donc, ça Une t'empêche de place. nouveau une place. Et ça t'empêche de nouveau de penser, d'agir par toi-même et de te laisser faire par, ici, non plus l'autorité des parents, mais par l'autorité finalement de l'Église. Mais c'est vrai qu'évidemment, quand on est dans ce cercle vicieux-là, on est incapable évidemment d'y voir clair. Pour y voir clair, par définition, il faut sortir de cette obscurité, de cette fracture de l'enfance finalement. Oui, et comme tu parles de fracture, justement, ce que j'essaye de faire ici, mais je ne sais pas si tu me rejoins, c'est de ne pas fracturer les choses de façon binaire et et de voir aussi que tu as pu de fait avoir une place dans une paroisse avec des paroissiens. Tu as pu créer des liens grâce à ça aussi. Il n'y a pas que euh, le noir, le négatif. Je veux dire, même si il y avait quelque chose de trop sclérosant et trop de l'ordre de l'emprise, ça a été un chemin peut-être nécessaire avant de finalement accoucher à toi. Tu n'es pas Je, d'accord avec ça? je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais là, je parle évidemment de moi, hein, de mon propre cheminement. Je peux évidemment entendre ce que tu dis, Sophie, et que d'autres personnes, par définition, aient vécu une autre histoire que la mienne. Moi, j'ai quand même le sentiment, par rapport à là où j'en étais, que j'étais tellement finalement enfermé en moi dans une prison mentale que finalement la religion, c'était vraiment une solution clé sur porte qui m'enfermait encore davantage en moi. Même si de fait, évidemment, que j'ai pu rencontrer des personnes, mais quelque part des personnes qui, de nouveau, pensent comme moi d'une certaine façon. C'est-à-dire que, voilà, je suis dans une famille où la religion était ce qu'elle était, mes parents étaient catholiques, et donc quelque part, évidemment, j'ai cherché des personnes qui quelque part pouvaient faire sens par rapport à un présupposé que j'avais déjà finalement intégré. Donc ça m'a conforté entre guillemets dans ma foi que de prendre un petit peu cette place effectivement à mon tour dans l'Église, puisque j'ai fréquenté dans un premier temps l'église évidemment et la messe en particulier parce que mes parents y allaient tous les dimanches et puis de fait j'ai repris ça évidemment à mon compte mais là aussi il y a quand même une sorte de continuum dans le dans l'emprise finalement. Même si on côtoie des personnes qui sont plus souples que soi, qui ne voient pas de problème par exemple par rapport à l'avortement, par rapport à l'homosexualité, et même si ces personnes sont en porte-à-faux par rapport au diktat de l'Église, et que soi-même ça nous percute, ça nous aide aussi, le cas échéant, à évoluer. C'est vrai qu'on reste quand même dans une pensée, je dirais un petit peu magique où le Christ, une fois qu'il est au centre de ta vie, est censé quelque part un peu tout résoudre. Donc, en même temps, pour moi, ça a été une forme de paralysie, un peu une emplâtre sur une jambe de bois. C'est-à-dire que finalement, au lieu de me prendre en main, je me laissais prendre en main et je me suis donné des solutions un peu de facilité. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver la solution en soi, finalement, je l'ai trouvé dans la prière, dans le fait d'être avec les autres qui partageaient les mêmes opinions, etc. Et donc, on continue quelque part, de certaine façon, à sacrifier un petit peu sa vie, parce qu'en fait, c'est la seule chose que l'on a appris par devers soi. Donc, pour ma part, ça a été certainement une aide. Et toutes ces rencontres m'ont ouvert à l'altérité, à l'autre, puisque j'étais quand même, je l'ai dit, quelqu'un d'extrêmement enfermé. Mais en même temps, c'est un peu piégeant aussi, tu vois, parce que quelque part, tu te rends compte de ça que quand tu quittes justement ce groupe, tu te dis qu'est-ce qui faisait lien justement, qu'est-ce qui faisait sens? Est-ce que c'était l'humain? Est-ce que c'est mon propre cheminement qui a été entendu? Ou bien est-ce que finalement, moi-même en quittant, en critiquant, est-ce que je remets ces personnes quelque part indirectement en question dans leur propre foi? Et c'est là que quelque part on se dit que on pensait faire lien, faire sens avec d'autres, et puis finalement quand on part, on se rend compte que de nouveau on est véritablement seul. On est seul avec son mal-être au sein de sa famille, le cas échéant, et puis finalement on se retrouve également seul quand on décide
de s'éloigner. Moi, je me souviens que voilà, à certains moments, on avait des réunions avec le prêtre. Je lui posais des questions un peu critiques et je sentais bien que c'était pas très bienvenu en fait. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, soit je continue à étouffer et à taire la critique, soit je suis tellement critique finalement avec ce que j'aperçois comme étant de nouveau enfermant, qu'à un moment donné, je me dis, la seule façon d'être fidèle à moi, justement, c'est de partir. C'est de partir. Et quand on part, on se rend compte, comme souvent, où sont les vrais amis et qu'est-ce que veut signifier le mot fidélité réellement. Fidélité à une religion, fidélité à ceux que l'on a côtoyés. Hmm. Oui. Tu utilisais le mot, tu avais besoin d'être pris en main. Et m'est venue l'image à ce moment-là que une fois que tu as commencé à vraiment écrire, à oser justement critiquer et déconstruire par l'écriture, je vois la main de la marionnette devenir vivante. Ça me fait penser à Geppetto. Je sais plus qui avait parlé de ça récemment, mais voilà. Ça me fait aussi penser au mythe de Narcisse et Écho, la naïade qui est amoureuse de Narcisse, mais qui ne peut que répéter ce que lui dit parce qu'elle n'a pas de parole propre, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Écho. En écrivant, tu écris ta parole propre, donc tu donnes corps à ta vie, en fait, en mettant des mots sur ton propre vécu, en l'éclairant par toi-même, en essayant de rejoindre la vie en toi, d'où le livre Vivre d'ailleurs. Hmm. Tu parles aussi du fait que pendant tout un temps, tu cherchais un peu une main pour venir te sauver. Et ça, c'est encore l- l'attente de la marionnette. Et puis à un moment donné, tu deviens toi-même cette main vivante qui écrit jusqu'à chercher à rejoindre autrui, lui tendre la main aussi pour l'aider à sortir de son propre mutisme, de son propre étouffement, notamment à travers ta chaîne YouTube. Donc il y a eu comme ça une sortie du stade de la marionnette à l'être vivant euh, qui retrouve la vie en rejoignant l'autre là où il est dans sa vie et en lui permettant lui-même aussi de se reconnaître à travers ton écoute, à travers ton écoute, ton regard. Et enfin voilà, c'est ça dont tu parles aussi beaucoup dans le lien à travers tes livres. C'est on a besoin du regard de l'autre pour se sentir exister dans son regard quelque part aussi. Donc le besoin de l'autre demeure, mais il y a une grande différence entre le regard de l'autre qui plaque sur toi ce qu'il décide qu'il veut voir en toi et le regard de l'autre qui te laisse te dire toi tel que tu es et qui te permet ouais, ce regard respectueux quoi qui te permet de te découvrir à travers son regard. C'est très très différent. Ah, c'est très très différent, oui. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut vraiment assainir le regard que l'on porte sur soi, qui peut être un regard extrêmement destructeur et qui fait en sorte que on est dans l'incapacité finalement d'entrer profondément en lien et que le risque précisément, c'est d'entrer éventuellement en lien avec des personnes qui sont dysfonctionnelles, peut-être autant que soi, pour d'autres raisons, à d'autres égards, mais d'avoir du mal à nouer en tout cas un lien sain, un lien qui relève, un lien où on se sent rejoint par l'autre, il y a une réelle complicité, où il y a un réel échange. Donc ça, c'est extrêmement rare, ça, en fait. Et je pense que c'est le fait, à un moment donné, de poser des mots justes sur sa propre vérité intérieure qui fait qu'à un moment donné, on est obligé, justement, de se regarder dans toute sa complexité aussi et de, d'articuler, justement, tous les morceaux éclatés en soi. Et là, on en revient un petit peu à l'image de la marionnette, qui est complètement désarticulée, euh, pensant le cas échéant d'ailleurs être articulé conformément à sa propre volonté, à son propre désir, alors qu'en réalité, elle s'est construite une colonne vertébrale qui n'est en fait pas sa colonne vertébrale, mais qui est une colonne vertébrale factice finalement, fondée sur des apparences, un peu comme un masque que l'on peut porter pour cacher sa vérité intérieure, pour cacher son,
son effondrement, son mutisme, son incapacité finalement de vivre. Et donc, poser des mots, c'est poser un regard évidemment sur soi, c'est poser un regard en soi, et petit à petit, c'est faire remonter, comme j'aime le dire quelque part, cet enfant que l'on pensait mort, en fait, cet enfant qui en soi sommeille, qui a pu être profondément martyrisé euh, par des coups, que ce soit des coups physiques, que ce soit des coups, j'ai envie de dire, psychiques, que ce soit des réalités en fait complètement imaginaires et qui sont censées te construire et qui en réalité te plongent dans de profondes angoisses, dans de profondes peurs. Et donc mettre des mots dans un premier temps, c'est un effroi. C'est-à-dire que ça nous renvoie à tout ce qui cogite, tout ce qui grouille en soi, et qui fait évidemment profondément peur, qui nous plonge dans de profondes angoisses. Et on a besoin, dans un premier temps, de cette solitude, de se couper justement de tous ceux qui ont, entre guillemets, grouillé autour de nous, pour se recentrer sur cet essentiel qui nous a tellement manqué, essayer de retrouver quelque part ce noyau dur. Et ce noyau dur, en fait, c'est un peu cet enfant, cet enfant avant le drame, avant le trauma, en fait. C'est cet enfant innocent qui n'a strictement rien demandé et qui aurait pu grandir librement s'il avait été entouré de personnes aimantes, de personnes qui avaient de premier chef euh, pour obligation quelque part de l'éduquer en vue d'être lui-même en fait. Et donc, non pas la projection des adultes, non pas la projection de parents, non pas la projection de telle ou telle religion, religieux, mais le désir de faire en sorte qu'on ait la possibilité d'être un être debout par soi-même. Et c'est quand on se connaît véritablement par soi-même et qu'on a fait ce travail sur soi, ce creusement, qu'à un moment donné, on peut commencer à rejoindre autrui. Et d'où aussi le titre de ce livre, Le temps du silence. Parce que je pense que c'est quand même pas le premier livre, c'est pas le premier échange que l'on fait autour de tous ces livres. Et c'est vrai qu'il a fallu tous ces livres finalement pour mettre des mots, euh, parfois dans le doute, dans une profonde incapacité de chercher le mot juste, et donc ça partait un peu dans tous les sens, et puis surtout aussi c'était un éternel ressassement, et donc on tourne en rond jusqu'à ce qu'à un moment donné, le rond quelque part t'élargisse un petit peu et qu'on ose un peu fracturer ce cercle vicieux, et à un moment donné, on a, après tout ce travail sur soi, tout cet épuisement, tout ce besoin d'écriture, il y a ce besoin encore de poursuivre l'écriture, mais de façon différente, c'est-à-dire d'essayer quelque part de tout ce qui a été quelque part cogité, toute cette eau boueuse qui a été remuée, tu vois, tous ces sédiments qui ont été en suspension et qui ont fait qu'on a vu un peu plus clair parce que justement on les a fait remonter du fond de soi. À un moment donné, on a besoin de se reposer un petit peu, de prendre un peu de hauteur, de distance et de laisser quelque part entrer en soi le silence pour quelque part poser enfin pour la première fois des mots plus apaisés. C'est-à-dire que on sent enfin que les mots font corps avec soi et que ces mots sont plus doux, sont plus bienveillants et qu'on est moins dans tout ce qui nous a meurtri en fait, tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a empêchés d'être un petit peu en lien avec soi, avec les autres et donc forcément en lien avec la vie. Oui, j'ai de nouveau des images qui me viennent en t'écoutant. On en avait parlé l'autre fois, c'est la différence entre le silence mortifère et le silence de vie. L'image que je vois, c'est chez toi, c'est l'enfant qui est finalement devenu mutique parce qu'il n'a pas été entendu et du coup, il ne comprenait plus. Il avait plus accès à la vie en lui, à qui il est. Tu utilises souvent le mot de cacophonie, c'est-à-dire il y a le silence mortifère, un silence de mort où tu n'as plus accès à toi. Et puis il y a la cacophonie ambiante parce que du coup, tu ne sais pas très bien qui tu dois être, où est le chemin de vie, comment entrer en lien. Et dans cette cacophonie, ce chaos, tu vas chercher des mots pour rejoindre le réel et la vie. Et donc là, il y aura une soif de mots absolument gigantesque pour te ramener à la vie. Et une fois que on le sent dans tes livres maintenant, tu en es à ce stade-là, une fois que tu goûtes par moment vraiment
au fait de rejoindre la vie telle qu'elle est, la simplicité inouïe de ici, maintenant, je vis, alors le silence arrive, mais c'est un tout autre silence. C'est vraiment, c'est aussi le silence de la personne qui peut t'écouter vraiment ou que tu peux écouter vraiment, euh, et qui est un silence devant l'être, un silence complètement autre en fait. Ouais. C'est, ça n'a l'air de rien. C'est vrai que ça prend énormément de temps, en fait, et que c'est aussi un chemin qui n'en finit pas. Ça, c'est important aussi. Le sentiment de se dire que finalement, plus on y voit clair, plus on apprend sur soi, plus on est en lien avec soi, et plus on voit parfois aussi que il y reste beaucoup de chemin à faire. C'est-à-dire que la lucidité en entraîne une autre. Donc, c'est une sortie progressive, inexorable enfin, mais lente. Mais c'est vrai que quand tu parles d'image, moi ce qui me vient évidemment, c'est le fait de se dire quand on ne se connaît pas soi, euh, on est plongé dans le monde en fait, dont, dont la réalité, dont la complexité, euh, j'ai envie de dire dont tout le verbiage nous échappe complètement. C'est-à-dire qu'on voit un petit peu quelque part on pourrait aussi les appeler de certaine façon toutes ces marionnettes articulées ou pas, qui circulent, qui grouillent autour de toi, et quelque part, tu n'y trouves pas ta place dans ce monde-là. Et du coup, c'est extrêmement angoissant aussi de se dire, tant que je ne parviens pas à être en lien avec moi, ce monde en fait et sa complexité m'échappe et n'a absolument aucun sens. Et là aussi, on a l'impression du coup d'être un petit peu une marionnette désarticulée par rapport à une réalité plus vaste, plus grande, qui nous est en fait quelque part totalement incompréhensible. Et c'est vrai que tant qu'on ne trouve pas sa place, ben, forcément, finalement, on est désorganisé et on se retrouve un petit peu finalement en orbite et ça part aussi dans tous les sens. C'est comme si le monde extérieur était en miroir le monde intérieur et inversement. C'est-à-dire, si tu te comprends pas, tu comprends pas le monde extérieur. Il y a quelque chose qui se passe en miroir, en fait, aussi. Si tu ne Oui, te c'est ça. rejoins pas, tu rejoins pas l'autre. Si tu ne t'écoutes pas, tu arrives pas à écouter l'autre. Enfin, ça ça fait écho. Oui, ça fait écho, ça fait résonance. Mm. Mais du coup, c'est vrai que quand on se rejoint, de toute façon, il y a aussi tout ce qui nous euh, paraissait de fait de notre confusion assez confus à l'extérieur et qui qui nous apparaissait pas clairement. Et en fait, on se rend compte finalement que même si chez nous c'était encore confus, plus on devient lucide finalement et plus plus on voit que réellement de fait autour de soi il y a aussi beaucoup de confusion qui règne. Donc même quand on est confus, tout ce que l'on voit n'est pas faux. Je pense qu'au contraire, parfois c'est tellement tellement énorme et tellement violent que finalement on doit se faire une violence pour prendre un peu pour prendre un peu de recul. Mais c'est vrai que je me souviens très bien que il y avait c'est un peu comme si j'étais noyé dans une réalité, dans un quotidien qui m'échappait complètement. Oui, j'ai aussi eu cette image en lisant tes livres, exactement. Une image un peu d'être noyé parfois sous des vagues qui te submergeaient d'incompréhension ou de confusion. Et puis, ensuite, la vague descend et tu te retrouves dans cette espèce d'apaisement entre deux vagues, où tu peux de nouveau respirer, voir plus clair, arrêter de t'agiter pour essayer de remonter à la surface. Et il y a beaucoup ça dans tes livres, des moments où tu dis, ah, ça y est, je goûte à la vie. Et puis le tourment revient et te reprend. Et puis l'apaisement, et il y a quelque chose d'assez qui peut aussi faire penser à l'accouchement, les contractions. Alors là, je suis une femme qui a beaucoup accouché, donc Mais là, je peux pas t'aider.
c'est étonnant de voir une femme qui est dans les contractions. On se dit, mais là, elle va crever. Puis tout à coup, la contraction s'arrête, puis elle te parle comme si de rien n'était. Et je pense que dans la vie, il y a il y a aussi ça parfois. Et curieusement, enfin, à nos âges, on finit par comprendre, je sais pas ce qu'il en est de toi, mais pendant très longtemps, quand on est apaisé, on se dit, ça y est, j'ai j'ai enfin trouvé la façon d'être bien dans la vie. Et puis quand on est sous la vague, on se dit de toute façon je m'en sortirai jamais, ça n'a pas de sens. Et puis à quoi bon si c'est pour ensuite crever. Et puis après l'apaisement revient, on dit oh, je peux enfin dire que j'aime la vie. Et puis on finit par comprendre avec le temps que peut-être que tout le monde ne vit pas comme ça. Enfin, moi, c'est sûr que je vis de cette façon-là aussi, mais que voilà, il y a des personnes qui fonctionnent un peu dans les extrêmes par vagues, et c'est comme ça. C'est très curieux. Et en même temps, tu écris aussi dans tes livres, c'est pas vain, c'est pas juste comme le l'hamster dans sa cage qui tourne pour rien. À chaque fois, tu creuses un peu plus profondément, je sais plus quelle expression tu utilises, tu creuses dans le même sillon et donc tu tournes parfois dans les mêmes choses, mais à chaque fois un peu plus profondément, comme s'il y avait vraiment quand même un accouchement progressif. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est ce que tu dis finalement. On se rend compte à un moment donné que les états d'âme, les états d'être intérieurs sont mouvants. Et c'est très important de le comprendre pour justement ne pas désespérer de se dire je retombe toujours dans les mêmes crevasses entre guillemets, dans dans les mêmes errements, dans les mêmes peurs. Je crois que les peurs, au contraire, elles sont renaissantes, c'est-à-dire on pense à un moment donné y échapper, et de fait, on goûte, et heureusement, de temps en temps, des sortes d'oasis qui nous font voir avec beaucoup plus de clarté notre propre réalité et la réalité dans laquelle on se trouve. Et c'est évidemment quelque part comme euh, une bouffée d'oxygène. Et puis à d'autres moments, le quotidien, sa complexité, ce qu'il peut engendrer comme peur nous rattrape. Et à ce moment-là, on peut être pris en effet dans cette vague plus tourmentée. Mais c'est quelque chose qui finalement fait partie de la vie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que quand on se met à écrire, il y a aussi cette grande peur de se dire, mais est-ce que je suis pas fou en fait de vivre ce que je suis, ce que je vis, ce que je ne comprends pas, et les mots que je pose, est-ce que je peux vraiment les poser comme étant une réalité parce elle paraît absolument quelque part honteuse. Et donc, ce qui est aussi important quand on écrit, c'est d'avoir beaucoup lu finalement. Et de savoir que dans cette aventure, on est finalement nombreux. Ça permet de comprendre que quelque part, ça fait quand même partie de la condition humaine, parce que tu dis, je sais pas s'il y en a beaucoup qui voient les choses comme je les vois, toi Qui Sophie, vivent des ou choses moi, comme ou ça. vivent des choses comme ça. Mais je pense que quand on commence à être un petit peu plus ouvert aux autres et on a, entre guillemets, accès à leur intériorité parce qu'ils s'ouvrent à toi, je pense que là, on se rend compte quand même que on est de fait assez nombreux. Le problème, c'est que dans une société aussi souvent très individualiste et compétitive, et où finalement l'intériorité, on la garde le plus souvent pour soi. On peut très bien être Oui, souriant dans son quotidien, dans son travail, et puis rentrer chez soi, être complètement effondré parce qu'en fait, on se retrouve avec oui, tout l'irrésolu. oui. J'ai quand même l'impression d'avoir rencontré dans ma vie certaines personnes, et je me pose beaucoup la question, est-ce que, j'allais dire certaines personnes qui restent très stables, et la question c'est, est-ce que ce sont des personnes qui plongent pas en elles, qui restent sur la superficie, ou bien des personnes qui ont tellement pas vécu de choses difficiles et de traumas que tout va bien, mais ça j'en doute. Ou bien, est-ce qu'il y a aussi des personnes plus ou moins hypersensibles ou hyper complexes dans leur cognition, qui ont besoin vraiment d'aller au fond des choses et de chercher le sens et tout ça, et d'autres pas. Je sais pas. C'est, voilà. Mais je pense Mais qu'il y a quand même, ouais. oui, je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, tu peux te dire que pour le savoir, finalement, il faut poser peut-être les bonnes questions. C'est- C'est-à-dire,
qui es-tu? Comment te décrirais-tu? Qu'est-ce que Mais il y tu en as a qui n'ont pas vécu? envie de ça, qui restent à la Voilà, c'est ça. superficie. Voilà, Et voilà. du Et coup, ils qui, flottent par-dessus les problèmes, on a l'impression, par-dessus leur souffrance. C'est un autre mécanisme de défense, enfin, un mécanisme de défense parmi d'autres, peut-être, je sais pas. oui, mais alors on peut se demander effectivement dans quelle mesure il n'y a pas une, euh, une scission de l'être, c'est-à-dire que il y Ouais. a deux mondes. Il y a le monde des apparences, entre guillemets, de la superficialité, et puis il y a ce monde plus profond qu'on n'a pas envie de remuer. Mais je pense que si de fait il y a cette fracture quelque part, ce n'est pas non plus, enfin moi ce n'est pas ce que j'entends comme étant quelque part la vie, c'est-à-dire la capacité de se connaître, d'advenir, de se réaliser pleinement, pas simplement justement sur le plan professionnel ou sur le plan des rencontres entre guillemets intéressées, mais de savoir véritablement qui est l'autre. Et pour ça, à mon sens, ça exige quand même d'avoir plongé en soi pour pouvoir savoir qui l'on est et être en mesure justement de rejoindre autrui dans ses propres épreuves, dans ses propres difficultés, dans son propre parcours. Si tu as quelque part quelqu'un en face de toi qui t'écoute gentiment, éventuellement avec bienveillance, mais qui en réalité ne comprend rien à ce que tu dis, tu peux quand même te dire que de fait, il est impossible à un certain niveau de se rejoindre. Et ça, il y a quand même quelque part quelque chose qui n'est pas ajusté, du coup, me semble-t-il. C'est comme quand tu poses la question à quelqu'un de dire, finalement, ça m'est déjà arrivé de dire, on ferait bien une vidéo ensemble, et puis la personne me dit, mais non, mais moi, dans ma vie, il n'y a rien de spécial, qu'est-ce que je te raconte? Ça me surprend. Je me dis, tu as Oui, 30, ouais. 40 ans, 50 ans, et en fait, de ta vie, tu n'as rien à me dire, de la traversée, de tout ton passé, de tout ton vécu. Tu n'as vraiment rien d'intéressant à dire. C'est plutôt pas envie, peut-être, hein, Je sais pas, je pense, de creuser. oui, oui, c'est ça, mais donc, dans la situation dans laquelle la personne se trouve à ce moment-là, elle ne voit pas ce qu'elle pourrait avoir d'intéressant à dire, qui pourrait rejoindre autrui. Ou elle ne sait pas Et comment. Ouais. oui, alors par ailleurs que l'on peut très bien lire et se sentir rejoint, parce que je pense aussi qu'il y a des moments où on sait pourquoi en fait on était intéressé par telle ou telle lecture, parfois extrêmement forte, extrêmement violente, et on se dit waouh c'est extraordinaire, j'avais pu mettre les mots, de mon propre fait j'en aurais été incapable, et en même temps les mots des autres nous rejoignent parce que quelque part eux sont allés si loin que finalement ils peuvent faire écho en nous, là où nous-mêmes en fait nous n'étions pas encore allés. Et donc, on a besoin aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de beaucoup de lecture parfois pour oser soi-même aller en soi et mettre des mots justes qui vont nous faire naître à notre tour. C'est Donc, ça. il y a cette résonance pour le coup entre celui qui cherche à écrire et ce lecteur que l'on est par ailleurs et qui va chercher quelque part chez autrui les mots qui lui manquent. Oui. Tu parles de cette rencontre impossible dans ton livre Le temps du silence, à un moment donné. Et c'est frappant de voir comme maintenant, enfin, rien que la façon dont on se parle l'un à l'autre, la rencontre paraît tout à fait possible. Et là, c'était il y a pas si longtemps quand même, tu écris comment être compris si je ne dis pas qui je suis, comment dire qui je suis si je ne me comprends pas. C'est là le dilemme, l'impasse, la rencontre impossible, la terrible solitude. Donc là, c'est pas la personne qui se dit qu'elle a rien à dire, c'est là tu es dans la conscience que tu dois encore aller plus loin dans le fait de te comprendre toi. Et en même temps, c'est dans la rencontre que tu vas réussir à te comprendre mieux. Mais comment rencontrer l'autre si tu ne dis pas qui tu es? Et comment dire qui tu es si tu ne te comprends pas? Je trouve ça terrible, cette espèce de moment où on sent que c'est dans le lien qu'on va se trouver, mais on n'arrive pas à le lien parce qu'on ne s'est pas encore trouvé. Et il y a un cercle vicieux à dépasser là. Oui. On en a déjà parlé de cette question extrêmement fondamentale qui est finalement
d'avoir quelque part besoin du regard de l'autre, c'est ce qu'on disait déjà un petit peu avant. On a besoin du regard de l'autre, d'être reconnu dans son être propre avec toute sa complexité, donc qui l'on est, sans être jugé, sans être envoyé au fond du trou. Mais pour pouvoir s'exprimer, il faut de fait suffisamment se connaître et il faut avoir un minimum renouer le lien à soi pour oser à nouveau lier, j'ai envie de dire, sa destinée, quelque part son existence, au regard de l'autre. C'est ça qui est très compliqué parce qu'en fait, par définition, quand on est mutique, c'est parce que quelque part on n'a pas été entendu, on a vécu peut-être un abandon que je dirais primal, c'est-à-dire suffisamment à l'origine, quoi. Au bout du bout, il y a quelque chose qui a dysfonctionné, qui ne s'est pas mis en place. Euh, et donc une fracture en soi qui fait qu'on s'est fermé sur soi. Et donc la difficulté à un moment donné, c'est malgré la défiance que l'on a nourrie du fait qu'on a été abandonné, il faut à un moment donné refaire confiance à l'autre, à cet autre précisément qui, pris globalement, peut faire peur parce qu'il peut nous faire revivre cet abandon. Euh, et donc, mettre des mots aussi, c'est oser dire sa vulnérabilité, oser dire ce qui nous a fait souffrir, oser quelque part révéler cet abandon. Et c'est quelque part aussi se donner, du coup, entièrement nu à la personne qu'on a face à soi, qui, soit est une personne bienveillante, qui a fait un certain chemin aussi, qui est capable d'entendre, auquel cas elle va quelque part nous porter, on va pouvoir se rejoindre et ça va être une aide quelque part éventuellement mutuelle, ou alors on va tomber sur quelqu'un de malveillant qui n'entend pas et on va se dire à nouveau qu'on a fait confiance à tort et que quelque part on va creuser encore plus profondément son trou quelque part, on va être renvoyé à nouveau à la blessure, à la fracture, et à ce moment-là, ça nous infirmera encore un petit peu davantage. Donc il y a cette envie d'aller vers l'autre, et en même temps le risque que ça comporte. C'est un petit peu comme un lapin qui sortirait de son terrier et qui sort la tête doucement parce qu'il n'y a pas un prédateur et qui, au moindre signe d'alerte, retourne au fond de son terrier, tu vois. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. C'est quelque chose de très subtil, mais c'est quelque chose d'extrêmement violent aussi quand on le vit en soi et que la confiance a été complètement, j'ai envie de dire, bousillée et que du coup, en fait, on a perdu complètement l'estime de soi. Euh, c'est un lien très fondamental, très subtil, très délicat qui se joue là, entre le lien à soi que l'on a perdu et que l'on ne pourrait éventuellement trouver ou retrouver que grâce au lien à l'autre. Encore faut-il que le premier lien qui était insécure puisse se revivre dans un lien précisément qui lui est sécure pour nous permettre précisément de refaire confiance à autrui. Il y a l'humanité finalement, c'est un peu ça aussi que je disais tout à l'heure, quand le monde entier nous fait peur, c'est parce qu'évidemment on a peur de manière évidemment disproportionnée, ce sont des peurs, c'est irrationnel, mais on a peur de s'investir dans un monde qui nous est complètement inconnu et qui par définition peut nous renvoyer à un monde particulièrement bien connu et qui nous a fait peur, à savoir le monde de l'enfance ou le monde de la religion ou tout autre monde finalement dysfonctionnel. Mhm. Et là, à ce niveau-là, justement, tu creuses pour essayer de trouver l'origine de cette peur. Donc, on va entrer un peu dans le deuxième moment de cette vidéo où tu vas parler de l'angoisse de l'abandon qui conduit justement à des liens de dépendance. Et je trouve cette réflexion très, très importante et j'ai envie de creuser là-dedans. Donc tu commences avec la phrase de Janov, je ne sais pas qui c'est, il dit on ne peut sortir de la névrose que comme on y est entré par la souffrance. Donc là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ben, le petit lapin, il sortira de son trou s'il va affronter son angoisse de la rencontre du monde. Et, et, et comme tu disais, réapprendre à nouer des liens comporte le risque
de la souffrance, de revivre la souffrance vis-à-vis de ses liens. Donc j'ai tout à fait conscience que sortir de ta souffrance se fera probablement par la souffrance de nouveau, mais le chemin inverse quelque part, hein. Tu écris aussi, je Mhm. rêve encore d'une autre vie, donc j'imagine une vie sans souffrance, mais il me faut vivre la mienne, c'est-à-dire une vie d'écorché vif, où pour guérir tes blessures, il va falloir quand même te confronter au fait d'avancer dans la vie en étant peut-être de nouveau écorché par-ci par-là, jusqu'à ce que tes blessures puissent guérir à travers des liens euh, plus doux, plus bienveillants, plus sains. Et tu parles d'un lien en particulier qui revient de temps en temps en filigrane avec une certaine Véronique, tu dis son prénom, je ne sais pas si c'est un nom Ouais. d'emprunt ou pas, mais voilà. Et on sent à travers, tu réécris certains échanges avec elle, on sent que là, il y a quelque chose d'assez fondamental, dans le sens qu'il y a beaucoup de bienveillance dans vos échanges, et j'imagine que ça te porte. Et comme c'est à travers Facebook, c'est virtuel, il n'y a pas trop de risques. Je ne sais pas si tu l'as rencontré ou pas, mais c'est très joli. C'est ces passages où tu, tu renoues avec toi-même à travers ce lien, c'est juste? Oui, oui, c'est juste. Et peut-être juste avant, par rapport à la souffrance, on a déjà parlé, mais la souffrance, elle est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on peut s'y complaire et on revient un petit peu à l'hamster qui tourne dans sa roue, c'est un vrai cercle vicieux. On ne connaît que ça et donc on n'en sort pas. Euh, mais il y a aussi évidemment le fait à un moment donné que euh, en allant en soi, on va forcément aussi permettre à cette souffrance de sortir, un peu comme, comme du pu d'une plaie, parce que quelque part, la souffrance, en même temps, on a essayé de l'éviter, de ne pas la regarder en face parce qu'elle faisait justement trop mal. Donc, il y a cet étouffement aussi, ce poids quelque part sur le cœur, cette incapacité de se mouvoir normalement, de respirer, de vivre. C'est parce qu'évidemment, il y a une souffrance cachée, il y a une souffrance qu'on ne permet pas qu'elle s'exprime. Et puis finalement, il y a ce fameux livre d'Alice Miller, Le corps ne ment jamais, c'est-à-dire que psychiquement, on peut essayer de refouler, de cadenasser son mal-être, sa souffrance, et en même temps, éventuellement, c'est le corps qui manifeste cette souffrance. Et quand le corps souffre, quelque part, ça devient une évidence, il y a réellement un problème. Et il faut réellement aller, du coup, creuser pour aller voir cette souffrance en face. Euh, et cela dit, du coup, c'est vrai que quand on a une relation où il ne s'agit pas de déverser la souffrance sur l'autre, mais il s'agit simplement de pouvoir l'accueillir et en l'accueillant d'être en mesure d'être en lien avec autrui. Et je te parlais effectivement de ce type d'échange qui est parfois possible dans une vie en fonction de cette rencontre. Euh, qui se font en fait de façon imprévisible quand on s'y attend pas forcément. Et Véronique, en l'espèce, c'était en fait une personne de fait que j'ai connue dans le cadre de mon métier et qui à un moment donné m'a écrit sur Messenger en disant je vois que tu partages des choses extrêmement fortes sur Facebook par rapport à ton vécu, à ta traversée. J'aimerais savoir où tu en es, ce que tu as vécu et qu'est-ce qui te t'autorise, te permet en fait d'écrire comme tu écris, qu'est-ce qui est en dessous en fait. Et c'est comme ça que, j'ai envie de dire, on a quitté l'aspect purement professionnel pour aller Ouais. justement à une rencontre autre, quelque part beaucoup plus authentique. Et c'est vrai que on était dans un moment, je pense, tous les deux particulièrement vulnérables, où aussi, du coup, les choses pouvaient se dire avec énormément de simplicité. Et, Et c'est vrai que ce qui est très particulier, c'est que parfois il y a des rencontres comme ça, c'est une première rencontre et c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement fort, il y a une sorte d'évidence. Et donc au premier échange, au premier regard, il y a quelque chose en fait qui passe directement et qui fait que l'on peut directement aller au plus intime, se dire euh, parce que quelque part on a fait
l'un et l'autre de son côté ce chemin de dénudation qui fait qu'à un moment donné, quand il y a une rencontre autour d'une même table, autour d'un repas, les choses quelque part sortent spontanément, quoi. On n'est pas là pour parler du soleil, du beau temps. On n'est pas là non plus pour se plaindre, se morfondre dans sa tristesse, dans sa détresse, mais on est là pour parler au plus vrai de ce que l'on a vécu, traversé, et d'entendre l'expérience de l'autre qui fait quoi sa propre expérience. Et ça c'est quelque chose de fondateur. Quand on a été mutique, quand on a été détruit, quand on a vécu en permanence dans la souffrance, dans l'abandon, dans le rejet, à un moment donné, avoir cette expérience extrêmement forte, c'est vrai que ça permet de nous rejoindre. Et c'est là de nouveau qu'on en revient un peu à ce livre qui est le temps du silence. C'est-à-dire qu'il y a les mots que j'essaye en fait de poser pour essayer de dire une réalité, et puis il y a l'expérience, il y a l'au-delà des mots, et il y a ce silence en fait. Et je pense que quelqu'un qui a vécu ce type d'expérience sait très bien en fait de quoi il retourne. Il sait très bien en fait le long chemin qu'il a fallu quelque part pour sortir de la complexité, de la confusion de son être, pour petit à petit parvenir à une sorte de simplicité où les choses peuvent enfin se vivre. Et on le disait tout à l'heure, on n'est pas évidemment tout le temps, j'ai envie de dire, sur la crête. On est parfois et même souvent encore dans la vallée, mais il y a ces moments en fait de, si j'étais encore catho, je dirais de grâce, mais Mais je crois pourquoi qu'on pas? Il faut déreligionisiser les mots. voilà, soyons irrévérencieux, irreligieux. Et donc, oui, c'est ça, un moment de grâce, en fait, pour le coup, grâce à l'autre et grâce au chemin qu'on a fait en soi. Je crois que c'est le plus beau de l'existence, en fait. Et je crois qu'on est nombreux à courir après ce genre de moments. Et le problème, c'est qu'on en est quelque part capable, entre guillemets, qu'à partir du moment où on a suffisamment cheminé, et justement à partir du moment où on a cessé d'être un petit peu cet être à deux étages, comme ça, tu vois, un peu comme une fusée à deux étages. Il y a l'étage en dessous, on va jamais voir, et puis il y a l'étage au-dessus. Mais si on veut passer de l'étage au-dessus à l'étage en dessous, il faut effectivement essayer de descendre en soi, du coup, pour essayer d'aller voir clairement où est cette énergie, en fait, vitale qui peut-être a été étouffée, qui peut-être nous manque encore, et qui fait qu'on pense vivre dans la vraie vie, alors qu'en réalité, on est en train de passer à côté de sa vie parce qu'en fait, on n'a jamais connu autre chose. Ça, je crois que c'est important aussi, parce que tu dis, on peut rencontrer des personnes qui, en fait, ont l'air d'aller bien, et que finalement, ça leur suffit, mais en fait, ça nous suffit parfois parce qu'en fait, on ne connaît rien d'autre. Et quand on est dans la confusion, quand on est enfermé en soi, on se dit que finalement, tout le monde vit ça, et que quelque part, c'est la normalité. Et quand on commence à être en lien avec soi, on se dit, mais en réalité, j'étais juste, en fait, dans mon monde à moi, en fait, dans un monde dans un carcan, dans un monde avec quatre, euh, quatre angles fermés. Donc, ce sont aussi ces échanges justement où les autres ont cheminé, qui te permettent de te dire, c'est une sorte de premier de cordée comme ça, tu vois. J'aime beaucoup cette image en fait où parfois on est en lien et il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, mais on est tous les deux à certains moments plus à même de décrire ce que l'autre vit, plus en lien avec soi et donc plus capable éventuellement de venir au secours de l'autre. Et c'est quelque part ce qu'on peut nouer dans une amitié authentique. Euh, et pour revenir 2 secondes à Véronique, c'est vrai que euh, il y a un autre livre qui est en chantier depuis des années, parce que c'est vrai que cette expérience pour moi avait été quand même assez fondatrice, et avait été l'occasion aussi d'écrire justement un petit peu autour de cette expérience, mais entre guillemets, en la sublimant, c'est-à-dire en faisant une littérature, en, en mêlant un petit peu ces deux expériences et en inventant un petit peu ces mots à elle qui font écho chez moi et mes mots à moi qui font écho chez elle. Donc c'était une autre forme d'écriture qui essaye toujours quelque part de creuser ce même sillon dont on parlait.
Alors, j'ai de nouveau une image, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai que des images, qui me vient quand tu parlais du premier de cordée. Pour revenir au marionnettiste, il y a il y a deux façons de faire. Soit tu mets quelqu'un, tu lui mets la corde au cou, carrément, ou bien alors tu lui accroches la corde pour l'aider à monter, mais du coup c'est toi qui tires, et puis l'autre, tu le crois pas autonome de faire sa vie par lui-même, et là on revient au marionnettiste. Et alors l'autre image qui me venait, c'est vous montez chacun votre paroi sur la montagne, et puis il y en a un qui est plus à même de voir là où l'autre peut le mieux mettre son pied et ses mains pour pouvoir mieux monter, et puis après, l'autre dit, attends, mais là, il y a un chemin à ta droite, tu pourrais l'emprunter, ce sera plus facile pour toi. Mais chacun est autonome, il n'y a pas de corde, il n'y a pas ben, de lien de dépendance, justement, pour en venir de nouveau à là où on va en venir. C'est l'image qui m'était venue. Hmm. Ça, c'était une chose que je voulais dire. Et puis l'autre chose, l'autre image aussi, c'est le petit lapin dans son terrier. Euh, Parfois, il connaît que le terrier et quand il sort, en fait, ça lui fait mal aux yeux la lumière parce qu'il n'a pas l'habitude. Et ça, on sent dans ton livre, à certains moments, ça m'interpelle beaucoup parce qu'il y a peu de gens qui arrivent à voir ça clair, jusque-là, je dirais. C'est combien le bonheur peut faire peur. C'est-à-dire que quand on a l'habitude d'être enfermé en soi, dans ces deux étages, on va dire tu parlais des quatre angles, des quatre murs qui t'enferment, donc le terrier du lapin, et tu as l'habitude d'être soit dans l'étage de je refoule ma souffrance, soit tu creuses et puis tu vas dans ta souffrance. Et puis il y a encore autre chose qui est sortir de ces murs, aller rencontrer l'autre, et alors là, prendre un autre risque qui est pas le mécanisme de défense contre la souffrance, ni plonger dans sa souffrance, mais découvrir qu'il peut y avoir vraiment des moments de bonheur à travers le lien notamment, à travers l'intimité avec l'autre, à travers avoir confiance en l'autre, croire en sa bienveillance, avoir des moments de rire, de bonheur. Et ça peut faire peur. Tu peux boycotter ça quelque part quand tu as trop l'habitude d'autre chose. Et là, je te lis dans une phrase étonnante que j'ai trouvée dans ton livre qui est j'ai renoncé à être moi-même pour me plier aux besoins des autres. En remettant en cause cette manière de fonctionner, j'ai l'impression de lutter contre moi. Donc en fait, tu as tellement toujours été une marionnette que tout à coup devenir vivant, remettre en cause cette manière de fonctionner qui est d'être une marionnette et devenir vivant, aller à la rencontre de l'autre vivant en étant toi-même vivant, tu as l'impression de lutter contre toi, ce qui est très paradoxal en fait. C'est pervers. Ça veut dire que tu, tu, tu t'es, quand tu te retrouves, tu as l'impression de trahir qui tu as été avant, alors que tu es en train de te trouver. Et c'est le contraire de la trahison. Mais il y a une inversion à faire. Quand il y a une perversion, il faut retourner les choses quelque part. Est-ce que c'est juste ce que je dis, ça fait écho ou pas? C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste, Sophie. C'est, tu parlais des images. Je crois que pour le coup, on s'est formaté et on s'est fait une image de soi. Et les autres, pense-t-on, à juste titre ou pas, se sont fait une image de nous. Et donc rester à sa place, c'est très confortable quelque part pour soi, parce que en ne bougeant rien, on reste celui que l'on est, et les autres, du coup, n'ont pas à bouger non plus. Ils savent exactement qui tu es, ils ont la maîtrise sur toi, ils ont fait le tour. C'est comme les anges, ils savent à quoi tu corresponds quelque part. Et ne plus correspondre à la pensée des autres, c'est parfois effectivement prendre le risque de s'en séparer aussi. Et donc ça fait peur. Et donc la vie de nouveau, dans un premier temps au moins, avec les personnes, le cas échéant, qui ont fait sens pour toi à un moment donné, qui ont gravité autour de toi, choisir un autre chemin que celui que tu as proposé, que tu as fait voir aux autres, c'est aussi prendre le risque de séparer à nouveau des autres. Donc c'est de nouveau te dire, je vais de nouveau devoir peut-être quitter ce chemin entre guillemets facile, même s'il est meurtrier, même s'il est étouffant, pour prendre le risque de prendre un autre chemin qui est mon chemin et qui effectivement risque de m'éloigner, de me séparer des autres.
Donc, je crois que c'est un des aspects pour lesquels être vivant finalement fait si peur, c'est-à-dire que ça, ça nous oblige à dépasser nos résistances, ça nous oblige à, quelque part, pour la première fois, à nous autoriser à vivre et à ne plus attendre en fait cette autorisation des autres. Ça, c'est très important, ça. Se dire à un moment donné, je vais vivre par moi-même, quoi qu'il m'en coûte, quoi que vous en pensiez, que vous voyez ça comme une trahison, comme un égoïsme de ma part. Je sais d'où je viens, je sais ce que je ne veux plus, je sais du coup ce que je veux, et ça va faire mal à moi. Il va y avoir énormément de résistance, il va y avoir éventuellement des jugements de l'extérieur, des incompréhensions. C'est un peu l'image, pour faire simple, du mouton noir qui à un moment donné se dit je quitte le clan, je quitte le groupe, je quitte la sécurité, euh, je quitte entre guillemets cet amour qui peut être en réalité un amour conditionnel, un amour étouffant, et je vais tout faire pour justement ne plus étouffer, pour la première fois commencer à vivre par moi-même. C'est un chemin de libération, mais c'est aussi de nouveau passer de ce que l'on connaissait et qui nous rassurait, et qui rassurait les autres le cas échéant, à, à un vide, à, à quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et c'est de l'ordre du passage. Et, euh, et forcément, quand c'est à ce point vital, à ce point besoin, à ce point existentiel, ça, ça ne peut qu'être extrêmement douloureux. Et de nouveau, je pense qu'on ne fait ce choix que si on a été mis suffisamment longtemps, entre guillemets, au pied du mur. C'est-à-dire si l'épreuve est suffisamment importante, si c'est notre être qui est en jeu. C'est-à-dire que là, on en a, on en a marre, en fait. J'ai envie de dire, on en a plein le cul d'être une marionnette désarticulée. On veut recoller les morceaux en soi et c'est oui, c'est vraiment vital en fait. Il y a pas d'autre mot. C'est vital au point où on, on se dit qu'on est prêt à en crever s'il faut en passer par là parce qu'en réalité on ne veut plus crever. Donc il y a ce passage de la mort vers quelque chose que l'on ne connaît pas encore, qu'on espère être la vie, mais sans savoir où ça va mener, quoi. Donc, oui, c'est violent, d'autant plus que souvent, évidemment, on pense, entre guillemets, qu'un choix qui a été fait, qui était essentiel pour nous, suffira quelque part à reprendre pied, à retrouver, ou à trouver plutôt cette colonne vertébrale qui est nôtre, et puis on se rend compte qu'un choix, malheureusement, entre guillemets, en entraîne un autre. C'est-à-dire que parfois on a été tellement plongé dans le désir des autres et dans l'incapacité de nouer son propre désir que finalement on doit revenir très très loin en arrière pour finalement remettre en cause tous les choix qui se sont faits par devers soi, même les choix qu'on a cru éventuellement être bienfaisants, même les choix qui nous ont portés à un moment donné, que ce soit par rapport à ses parents, que ce soit par rapport à la religion, que ce soit par rapport à son couple. Il y a toute une série de choix qui ont été mis en place à un moment donné où quand on ne se connaissait pas encore, euh, on a, on, on, on a cru le cas échéant que c'était un choix pleinement consenti. On parle d'un consentement libre et éclairé maintenant. Et on se rend compte que le consentement libre et éclairé, en réalité, il exige un énorme travail sur soi. Quand on lit Neige Sino ou d'autres livres de femmes qui ont été mises sous emprise, de femmes qui ont été harcelées, violées, qui ne se rendaient même pas compte que c'était en fait un viol. Il leur a fallu énormément de temps pour se dire, bah oui, j'étais majeur, mais oui, effectivement, je parle maintenant, mais c'est parce que mon consentement n'était pas libre et éclairé. Et je sais seulement maintenant, après tout ce chemin parcouru, ce que c'est qu'un consentement véritablement libre et véritablement éclairé. Donc c'est pas étonnant en fait qu'il faut parfois des dizaines d'années et que de fait il faut à des écrivains et des écrivaines parfois des dizaines de livres où ils se sont dit mais par petites brides, par petits morceaux en fait, en étant complètement encore dans le brouillard, en passant par des tiers, par des personnages soi-disant fictifs où en réalité le personnage fictif c'était un peu d'eux. Mais jamais trop, mais jamais aussi profondément. Et donc, effectivement, il faut creuser le même sillon pour à un moment donné voir
la réalité en face et se dire c'était pas vraiment moi en fait. Et maintenant, c'est celui qui commence à vivre en fait, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Ce sont ceux qui ont parcouru ce chemin. Je trouve que c'est extrêmement important cette notion de consentement, parce qu'effectivement, il y a choix et choix. Quand on ne sait pas vraiment encore faire un choix du plus profond de soi, on ne sait pas qu'on fait un choix qui n'est pas vraiment un choix, puisque on ne sait pas ce que c'est un vrai choix. Et ça se retrouve dans plein de réalités d'emprise en fait, hein, si parce que je pense aux sectes, je pense à oui ce que tu disais sur les viols ou même juste l'abus sexuel ou les sectes à deux ou ou sortir de son emprise familiale. Euh, une personne qui entre dans une secte, elle pense tout à fait qu'elle est consentante en fait. Et quand elle sort, elle sort parce qu'elle a été mise au pied du mur, comme tu dis, et elle se dit maintenant c'est ça où je crève, donc autant sortir et crever, mais au moins j'essaye autre chose. Et mais alors elle est comme elle passe de l'autre côté du mur et elle sait pas ce qu'il y aura. Il y a une angoisse terrible parce qu'elle a été complètement enfermée dans quelque chose au point de ne pas voir ce qu'il y a à l'extérieur. Donc elle se jette dans le vide avec une angoisse monumentale puisque c'est le vide et c'est l'inconnu. Et c'est là qu'il y a, je trouve, comment dire, c'est vraiment un chemin de vie, je crois. C'est ça qui est beau, je trouve, c'est de voir à nos âges que plutôt que de regretter, de se dire oh là là, j'ai été sous emprise, j'ai raté ma vie, j'ai gâché ma vie ou je sais pas quoi, de se dire ben voilà, je suis partie vraiment avec un bagage minime, point de vue ressources intérieures. Mais tout le chemin que j'ai fait pour petit à petit parvenir avec le peu que j'avais en moi à découvrir qui j'étais, à faire des choix qui sont vraiment les miens, ben finalement, parce que je viens de si loin, je connais le prix de la vie et je sais qu'est-ce que c'est de se battre pour vraiment connaître la liberté intérieure. Plus- Quelque part, je sais pas comment dire. Quand on a traversé la mort, on est prêt à mourir pour vivre. Je sais pas comment expliquer, puisqu'on connaît déjà la mort. Oui, oui, bien sûr. Mais je sais, Sophie, que tu sais ce que je dis. Oui. Et c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, que j'essaie de dire depuis le début. C'est-à-dire que il y a des rencontres qui sont de vraies rencontres. On peut rencontrer l'autre, justement, parce qu'on sait que l'autre a, a fait une traversée qui n'est pas forcément la même que nous. Mais dans le fond, on sait ce que signifie cette traversée, on sait ce que c'est que la solitude, la douleur des remises en question, le, ce que c'est justement de partir de rien, comme tu dis, ou du néant ou de la mort, pour essayer précisément de traverser ce long désert, cette longue aridité avec tout ce que ça implique en termes de dénudation. Je pense qu'il y a pas d'autre mot, en fait. On, on s'est, on s'est mis une carapace pas forcément par orgueil, pour survivre tout simplement. Et à un moment donné, cette carapace, on se rend compte qu'elle va, si elle nous a aidé un temps, elle pourrait nous conduire à la mort en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on en revient à l'étouffement. Et c'est d'ailleurs aussi le titre de ton livre, Étouffé. Donc, c'est ton expérience, c'est un étouffement, et un étouffement, il y a mille manières en fait de le vivre et il y a aussi plusieurs façons d'en sortir, mais je pense que la façon la plus fondamentale, la plus essentielle, la plus juste, c'est toujours de revenir à soi et d'en revenir finalement à ce désir qui a été anéanti. Et je voulais dire encore autre chose, ça me fait penser ce que tu dis à finalement comment sait-on en fait qu'un parent a été mal aimant, puisque par définition, c'est la seule chose que l'on a connue. On n'a pas de point de comparaison. Et c'est précisément quand on va vers autrui, ou qu'on a l'occasion éventuellement
de, de partir, fut un temps, dans d'autres familles ou de croiser ce qu'on appelle un tuteur résilient, qu'on se dit, mais ce que j'ai vécu, en fait, c'est pas la normalité. Il existe, en fait, autre chose. Et cette autre chose, par définition, même si je l'ai pas connu, curieusement, il fait écho en moi. Curieusement, il me sort de moi. Curieusement, il me donne envie d'y goûter à cette autre chose. Donc, on sent bien à un moment donné qu'on n'est pas du tout, en fait, en lien avec soi, parce que précisément, le premier lien, pardon, n'a pas été ajusté. Et donc, d'audace en audace, j'ai envie de dire, de lien en lien que l'on approfondit grâce aux autres, on finit quelque part par retourner à soi, par être audacieux et par oser finalement, malgré les résistances, malgré le regard d'autrui, on finit par oser vivre par soi-même, quoi. Mais en fait, c'est un incroyable décapage. T'as vraiment l'impression d'y aller parfois avec la maille de fer et parfois avec le papier brie. Parfois, il y a il y a des grains plus ou moins épais. En fait, tu te dis, purée, faudrait quand même que je commence à prendre des grains un peu plus épais parce que sinon, j'en aurai pour 10 ans, quoi. Donc voilà. Je sais qu'à un moment La donné, hache. la hache, oui, la hache ou le couteau. Il y a des mots en fait qui sont très prégnants aussi, qui sont très porteurs, qui aident quoi. L'écriture comme un couteau, c'est quelque chose qui me parlait quoi. En fait, tu as me dit non mais je vais arrêter d'y aller du bout des doigts ou du bout de la plume ou du bout du clavier. Je vais tout péter. Je vais prendre un couteau. On va finir tous nos échanges par tout péter, par l'expression tout péter à chaque fois. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien, oui. Mais oui, dans ce que tu dis, c'est évident que je me retrouve et c'est vrai que j'ai écrit ce livre étouffé, pas parce que tiens, j'ai vécu une expérience d'étouffement, comme c'est bizarre, non, j'ai vécu cette expérience de ma parole étouffée et mon être étouffé parce que je l'étais déjà. Et c'est sûr que on, on reproduit ce qui est connu, comme on sait, tant qu'on a été étouffé et qu'on continue d'être étouffé dans des relations et qu'on cherche à ce que l'autre arrête de nous étouffer ou une main qui viendra nous secourir, on s'en sort pas. C'est là que c'est extraordinaire, c'est qu'en fait, ça doit venir du fond de soi, de son propre choix, pour le coup, justement, sa propre solitude. Je décide que je vais ce chemin-là de désentoufement et ça peut venir que de soi, quoi que disent les autres. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne se fait pas et tout ça. À un moment donné, la survie vient vraiment le dégel vient vraiment de l'intérieur, quoi. Tout à fait. C'est vrai que c'est un chemin d'intériorité qui nous appartient en propre, ce que déteste évidemment l'autorité par définition qui, elle, veut faire les choix à ta place. Et ça, c'est le, le prochain livre finalement, où il y a cette vérité avec un grand V à laquelle j'ai cru, à laquelle je me suis adapté et qui m'a désarticulé, qui m'a empêché d'être moi. Et puis il y a cette vérité dont je parle, qui est cette vérité intérieure, où précisément c'est ce qui surgit enfin de moi, c'est enfin ma vérité, c'est mon être, c'est mon désir, c'est la connaissance profonde de mon être. Et quelque part, c'est beaucoup plus redoutable, beaucoup plus violent, beaucoup plus fidèle que d'endosser en fait une vérité qui est censée en fait nous mener au salut, tel qu'évidemment la religion la propose. C'est un chemin quelque part autrement plus ardu, quoi qu'en pense celles et ceux qui quelque part, pour des raisons tout à fait diverses et que je peux comprendre, ont adopté un dogme pensant être dans la vérité avec un grand V, dans la fidélité à soi, parce que la fidélité à soi, ce serait automatiquement et nécessairement la fidélité à l'Église ou une autorité religieuse, quelle qu'elle soit. Effectivement, le livre suivant, je vous montre, c'est ma vérité avec la statue de Giacometti, Ouais, superbe. toute fine, comme si tu avais Ouais, justement décapé au couteau toutes les apparences que tu as voulu donner au monde et à toi-même pour te rejoindre dans ton noyau dur. ouais, Giacometti, c'est vrai que, évidemment, encore une fois, j'ai envie de dire, je l'ai découvert grâce à Charles Juliet, parce que moi, les mots des autres, ou l'art, ou la,
tout ce qui est de l'ordre de l'invention, de la création, quelque part, en fait, quand tu es enfermé en toi, ça ne te parle pas, en fait. Tout ce qui est quelque part la beauté du monde, tout ce qui n'est pas ce en quoi tu as cru, mais qui te porte justement vers un ailleurs, vers la découverte d'autrui et du coup la découverte du vrai moi, plus du faux self comme on disait tout à l'heure. Tout ça évidemment, c'est chaque fois des risances qui doivent tomber, c'est chaque fois une dénudation. Et donc pour le coup, pour un Angel Committee, c'est vrai que cet homme qui marche, c'est cet homme qui marche en fait, c'est ça. Ouais. C'est fabuleux en fait. C'est-à-dire qu'il arrête d'être statique, il arrête de tourner dans sa tour d'ivoire ou de tourner dans sa roue. À un moment donné, il marche. Où marche-t-il? Il n'en sait rien. Mais ce qu'il sait, c'est il va marcher éventuellement jusqu'à l'épuisement, mais parce qu'en fait, euh, il a besoin de renouer avec le plus profond de son être, et du coup, comme tu l'as vu, comme tu le dis très bien, c'est vrai que cet homme qui marche finalement, il est de plus en plus affiné quelque part, il est de plus en plus ajusté, mais il l'est parce qu'il s'est débarrassé des oripeaux, du masque, des vêtements, de tout ce que la société, la culture, la religion, les parents ont pu lui inculquer. Et donc, il est de plus en plus frais, de plus en plus fragile, de plus en plus vulnérable, et en fait, ce faisant, en fait, il est de plus en plus vivant. C'est tout le paradoxe, en fait. Tout à fait, c'est magnifique. Je pense on va arrêter là pour cette vidéo-ci. Et comme je t'avais dit en off, je pense qu'on ferait deux vidéos sur le temps du silence. Et effectivement, on n'a pas encore été assez loin dans la dénudation dont tu fais part dans ton livre. Et on le fera la prochaine fois. Super, Sophie, un tout grand merci. Je suis de nouveau étonné, évidemment, qu'on a avancé rapidement, mais je te remercie en tout cas pour cet échange, pour leur fluidité et pour cette rencontre, parce que c'est vrai que quelque part, je peux aussi parler, dire les choses, parce que tu es quelqu'un qui est aussi capable d'écouter. Donc, un tout grand merci à toi. Merci Pascal. À la prochaine. À la prochaine.